Déjà, oui, donc ce que je disais avant, c'est qu'il y a tellement peu de trucs, peu de documentaires liés au catch. Les seuls documentaires qu'on connaît, c'est ceux qui sont faits par la WWE directement. Donc évidemment, ils vont pas te dire que Vince McMahon a fait des choses pas ouf dans le coulisses, tu vois. Donc c'est bien d'avoir enfin un documentaire qui est fait par quelqu'un d'autre que la WWE. J'ai le documentaire qui suivait Bret Hart à l'époque. À l'époque du Montreal Screwjob. T'avais celui-ci. T'en avais, je crois que t'en as eu un autre également, j'ai plus le nom. Mais il en existe vraiment très très peu, quoi. T'as évidemment les Dark Side of the Ring qui sont incroyables. Non, mais il n'y a jamais d'images. C'est toutes des images fictives, les Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring, non, mais la qualité est bizarre, là. Dark Side of the Ring, on dirait que c'est des gens qui filment leur télé. T'avais des images de show, mais c'était qualité, frérot, t'étais en 160p, vraiment. Oui, mais c'est pas des images exclusives. Là, non, c'était des images de show. Exact, là, parce que c'est. Parce qu'en fait, pourquoi il n'y en a jamais? C'est parce qu'habituellement, la WWE rouvre jamais ses portes. C'est pas parce qu'il n'y a jamais de compagnie mais qui ont demandé. C'est parce qu'ils laissent rentrer personne sauf leur équipe de production à eux. Donc là, c'est pour ça que c'est autant unique. Dernièrement, t'avais les fameux biographies et rivalités de A et E. Ouais, mais ils rentraient pas dans les coulisses. Mais eux également, c'était très soft et tout. Hein. Il y avait pas de... Tout le monde était gentil, tout le monde était sympa, il n'y avait aucun problème quoi, dans les biographies et tout. Et micro-ondes, oui, t'entendais un bon bruit, effectivement. Puis c'était produit en parallèle avec la WWE. Ouais. Alors là, moi, je comprends pas trop à quel point la WWE était dans le coup, là. Parce que t'as des images exclusives qui viennent de WWE. Genre, à un moment donné, t'as une petite transaction d'images quelque part. Donc, la WWE et travailler avec Netflix sur ce coup-là, sur le documentaire. Ah oui, ben non, c'est un mix des deux, oui. Mais par contre, en termes d'interviews et j'ai l'impression de sujets abordés et tout, j'ai pas l'impression que la WWE avait son mot à dire. Parce que vu les sujets, frérot, tous les scandales ont été abordés. Franchement, il n'y a pas un seul scandale qui n'a pas été abordé dans le documentaire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'enfant sorti le documentaire, ouais. Donc tout ça sur Vince McMahon. Alors moi, ce qui m'a un peu marqué quand même, c'est que les 4 premiers épisodes, tout s'est passé avant les années 2000. C'est-à-dire que vraiment, on est à fond sur les années 80-90. Et les années 2000, c'est quand même un peu moins mis en avant. Les années 2000, ça sera plus Chris Benoit et les affaires récentes, effectivement, d'accusation contre Vince. Non, mais je pense parce que tu oublies le reste. Tu sais, je veux dire, c'était pas juste ça. Tu sais, je veux dire, c'était. Parce que tu te rappelles juste des accusations, mais c'était pas juste ça qui était présenté non plus, là. Parce que pour toi, c'est ça qui a été plus percutant, mais il en parle aussi des choses qui sont passées dans les années 2000 ou etc. Oui, non, ça va vite fait, quoi. Ah, oui, c'est vrai que t'as eu des trucs vite fait. J'ai envie d'avoir des flashbacks. Mais ouais, il y a 6 épisodes. Je viens de finir la série documentaire, il va purée, ils l'ont pas ménagé. Ah ouais, je te jure. Ils l'ont totalement détruit. Et ce qui est très intéressant avec le documentaire, c'est qu'en termes de timing, ça a été, ils ont été très forts parce qu'ils ont interviewé Vince avant les accusations et ils l'ont sorti donc après. C'est sûr que le documentaire, si t'as pas Vince, bon, ils auraient pu faire un truc, mais c'est sûr c'est toujours mieux de voir Vince dire des dingueries directement, quoi. Au moins, il n'y a pas de rumeur en mode alors un jour Vince m'a dit ça. Non, là, Vince, il te le dit face à la caméra, il te dit des dingueries. Il y a quand même des phrases, je me rappelle plus des phrases exactes, mais je me dis, mais putain, mais comment il peut encore sortir ça aujourd'hui? Genre des interviews sorties là, je me dis, putain, comment il peut sortir, il peut sortir ça de nos jours? Ouais, et après, avec les accusations, il a fini par annuler ses dernières interviews, mais bon, ils l'ont quand même bien interviewé avant la sortie des accusations. Et là, ils ont juste pas pu, au final, le questionner sur les dernières accusations, quoi. Ah, ben c'est un hasard tout ça, là. Je veux dire, parce de base, début, le documentaire Netflix, c'était pas pour présenter les accusations sur Vince McMahon. C'était pour simplement relater sa vie et sa carrière. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ça le documentaire de base, là. C'est pas pour rien que les 3 premiers épisodes, tu te dis que ça parle des années 90 et avant. C'est parce que c'est pour expliquer d'où vient Vince McMahon, qui est Vince McMahon. Puis là, par la suite, malheureusement, en 2024, tout ça est sorti. Tu sais, c'était pas prévu, là. Au début, la WWE, faut quand même le rappeler, ils étaient tout contents, tout fiers que Netflix en fasse quelque chose, hein, fasse un documentaire sur Vince McMahon. Ils l'avaient annoncé pendant
pendant la conférence donc des actionnaires, leur bilan par trimestre, c'est fin année 2020, il me semble qu'ils avaient annoncé ça. Ils étaient vraiment très contents et tout que Netflix fasse quelque chose. Mais au début, ils pensaient quoi? Ils pensaient vraiment que Netflix allait faire un truc en mode tout rose, tout est bien et tout. Enfin, genre, si tu connais Netflix, tu sais très bien que le genre de documentaire, généralement, c'est quand même des trucs assez sombres, quoi. Si je peux me permettre, tout est tout rose à part le dernier épisode où est-ce que Vince McMahon n'est plus là pour répondre. Bah non. Bah non, les 6 épisodes sont dark. Qu'est-ce qui est dark pour toi? Toutes les accusations, parce que avec le procès de Storid, t'as eu. Mais à chaque fois, il explique pourquoi que tout était correct et pourquoi que tout allait bien. C'est vrai que par contre, j'étais surpris qu'il n'y a pas une question, en tout cas, ils l'ont pas montré une fois, que Vince, il n'y a pas une fois que Vince est en mode non, ça, je veux pas y répondre. Genre, il a répondu vraiment à toutes les questions. Le gars, il est tellement fou que il répond. Même s'il dit des dingueries, même s'il ment ou quoi, il répond. C'est une dinguerie, ça. Puis même à ça, tu sais, j'ai le procès des stéroïdes, mais t'en parles, c'est quoi le problème qu'il en parle? Je dis, il y a eu un procès, puis il a été acquitté. Donc, oui, mais je veux dire, ça reste quand même... Qu'est-ce qu'il y a d'honteux là-dedans ou de contrariant pour lui? Non, mais ça reste quand même une affaire sombre. Ça, c'est-à-dire que c'est pas... Genre, l'enfance de Vince, ils en parlent pendant 10 minutes, tu vois, après, ils passent vite à autre chose. Quand t'es acquitté, je veux dire, il n'y a rien de sombre, c'est acquitté. Oui, mais... Non, mais je pense que tu... Je sais pas, je pense que tu t'allumes sur des trucs qui sont rien, en fait, là. Tu sais, il n'y a pas de grand sujet qui perd la face ou n'importe quoi. D'Owen Hart, effectivement, ou même là, Owen Hart, il dit une dinguerie. Bah déjà, le gars, il revient, encore aujourd'hui, il trouve normal le fait de continuer le show. Ça aussi, c'est une dinguerie. Ça. Encore aujourd'hui, il trouve ça normal. Alors, le gars, après, pour se défendre, il dit que mais si même c'était moi, qu'on m'enlève de là et que le show continue. Je trouve ça, le gars est tellement fou, quoi. Genre, c'est dingue de dire ça. Peu importe c'est quoi les thèmes, il répète plusieurs fois dans les épisodes, il dit toujours qu'il faut jamais avoir de regrets puis jamais regretter ses décisions. Ah, mais il reste droit dans ses bottes. Ça, c'est... c'est ça. Par contre, sur le cas d'Owena, par contre, il dit quelque chose. Là, pour le coup, le mensonge est trop gros. Il dit « Personne dans l'arène n'a vu la chute d'Owen », tu vois. Parce que les lumières étaient éteintes. Il dit ça. C'est catastrophique. Alors, dans l'arène, tout le monde l'a vu parce que, et Antoine, toi qui as participé à plein de choses, tu pourras le confirmer, même si les lumières sont éteintes, tu vois ce qui se passe dans une arène. Tu le vois toujours. Oui, je veux dire, mais c'est jamais sombre total. Il faut que les gens soient capables de marcher. S'il y a quelqu'un qui se déplace dans une allée, il faut pas que quelqu'un trébuche mais dans l'escalier. Donc oui, quand les lumières s'éteignent, parce que Bray Wyatt arrive ou Undertaker arrivait, je veux dire, tu le vois arriver là, quand il dit que personne dans l'arène n'a vu ça, c'est absolument faux. Non, et si même personne dans l'arène n'avait vu ça, ça reste quand même... Non, mais ça, c'est lui qui crée de la fiction avec la réalité, mais ça aussi, il mentionne souvent aussi dans le documentaire qu'il y a des fois que le personnage rejoint la réalité aussi. Là. Et donc, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Attends, est-ce que sur le cas d'Owen Hart, après, c'est vrai que sur chaque affaire, après, c'est sûr, ça, c'est un truc qui parle de Vince, et du coup, ils vont pas non plus parler de 20 000 trucs dans le documentaire, en tout cas dans les détails. Mais c'est vrai que sur chaque affaire dont ils parlent, ils passent pas 3 heures non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on va donner les infos principales, on a envie de passer à autre chose, le moral job. Les détails sont très très faibles, quoi. Par rapport à ce qu'on sait. Non, mais je veux dire, les détails sont limités, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi qui manque pour toi? Mais mon reste job, il manque énormément de détails. Mais c'est normal parce que c'est pas, c'est pas un documentaire sur mon reste job. C'est un documentaire sur Vince. Non, mais tous les détails. Là, tout ce qu'ils ont dit, c'était Bret Hart va quitter la WWE et va rejoindre la WCW. Et Vince doit trouver une idée. Voilà, mais sinon, il y a plein de choses à dire. Dark Side of the Ring sur le One Job est tellement complet, par contre. Et encore, parce que je me dis qu'il y a encore plein de choses à dire sur ça. Mais sur les raisons de
du départ de Brett sur ce qu'il lui voulait faire. Il y a plein de choses. D'ailleurs, j'ai vu... Attends, comment il s'appelle Pat Laprade? Oh, il est énervé. T'as pas vu ses tweets? Oh. Parce que Pat Laprade, il a remarqué des erreurs. Moi, j'avoue que je suis pas assez... Vous connaissez mon niveau, les gars, de connaissance de catch. Voilà, je vois pas forcément les petites erreurs, tu vois. Les erreurs où il faut vraiment être spécialiste pour les reconnaître. Pat Laprade, par contre, il les voit, les erreurs. Pat Laprade... Attends, parce que je vais ressortir un tweet. C'était sur André le Géant. Parce que dedans, dans le documentaire, ils disent que André le Géant a subi son opération au dos avant WrestleMania 3, sauf que c'était après WrestleMania 3. Apparemment, d'après lui, j'ai pas vérifié. Si je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. Non, mais tu sais, mais dans le documentaire, il dit pas précisément s'il a été opéré avant ou non. C'est Hulk Hogan qui dit que Vince McMahon il a demandé d'être opéré pour faire ce match-là. Ah ouais. Est-ce qu'il a été opéré ou non? Ils le disent pas clairement. Tu sais ce que je veux dire? Oui, totalement, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de détails, mais encore une fois, c'est fait exprès du point de vue que c'est un documentaire centré sur Vince. Et d'ailleurs, Vince, c'est vrai qu'on le voit énormément au final. Je m'attendais pas à le voir autant. C'est un documentaire sur lui, je oui, mais je veux dire, peut-être que ces trois... peut-être qu'il a fait genre une interview d'1 heure et du coup, vite fait, on va plus voir d'autres personnes parler de lui que lui parler de lui, quoi, au final. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a un peu... Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes interviewées, tu vois. Genre, par exemple, pour les années 80-90, la plupart des personnes que tu vas voir, ce sera Hulk Hogan et Vince. Pour parler de ces années-là, tu vas voir d'autres personnes aussi, mais la plupart du temps, tu vas surtout voir Hulk Hogan et Vince. J'avoue que pour parler des années 80-90, j'aurais peut-être aussi aimé avoir un autre point de vue, tu vois. T'aurais aimé Roddy Piper? Ah, par exemple, et c'est ça qui est bien aussi avec les biographies à eux, ils ressortent des anciennes interviews des personnes décédées, tu vois. Ben oui, mais non, mais c'est leurs images à eux. Je veux dire, c'est leur tournage à eux. Ouais, mais du coup, je trouve que quand Vince et Hulk Hogan racontent les choses, c'est assez lunaire, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une ligne droite et il y a un point de vue, il n'y en a pas un autre. Ah, c'est sûr, je sais, mais dans le documentaire, mais ça aussi, le monde, à quel point que les deux étaient deux grands amis sur le point de vue personnel et professionnel. Donc, c'est normal que les deux racontent la même sauce, que ce soit vrai ou non, parce que c'est sûr que c'est arrivé à maintes reprises qui sont expliqués quoi dire mais par le passé, mais quand il y a eu des problèmes, que ce soit avec la justice ou autre. Puis de toute façon, c'est connu par tout le monde. Là. Je veux dire, tu regardes une interview d'Hulk Hogan, dans une interview, il dit jaune, dans l'autre, il dit bleu. Là. Je veux dire, c'est toujours comme ça. C'est surtout ça aussi, quoi. Le gars qui est connu pour mentir, on le voit du début jusqu'à la fin. Pour le coup, lui, Hulk Hogan, tu le vois vraiment partout. Hein. Ah, ils l'ont vraiment bien interviewé, quoi. La soirée de Stéphanie, j'ai vu l'extrait, elle m'a mis mal à l'aise. Ça, c'est vrai qu'il hésite pas, Vince, à dire les choses. Parfois, tu sais, t'as des rumeurs. Pour moi, ça, c'était une rumeur, mais tu sais, un bruit de couloir qui n'était pas confirmé, tu vois. La storyline, donc, Vince lui dit lui-même, hein, donc maintenant c'est confirmé, qu'il avait eu l'idée que Stephanie McMahon soit enceinte de lui. Une storyline, évidemment. Et ça, pour moi, c'était juste une rumeur, mais de loin, tu vois. On sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux. Il y a plein de trucs comme ça, on sait pas. Là, Vince, ouais, si, c'est vrai. J'ai eu cette idée. Et une seconde avant, t'as Stéphanie qui dit ouais, j'ai refusé plein d'idées, mais de storyline, mais j'en parlerai pas. Et là, Vince qui fait oui, c'est vrai, j'avais cette idée où elles sont enceintes de moi. Mais quel fou, quoi. Après, c'est sûr que quand tu vois ce gars... En fait, ça me surprend même pas de la part de Vince, tu vois, en réalité. Le gars, tu sais qu'il pense tellement à tout et n'importe quoi, même aux trucs les plus horribles. Enfin, tu vois... Même, attends, par exemple, j'étais surpris, par exemple, des extraits qui sont sortis. Il y a plein d'images que je connaissais pas du tout. Genre, Netflix a vraiment sorti les images du fond des placards, hein. Et puis il y a aussi des images historiques connues. Genre ils ont vraiment bossé le dossier avec des images de Triple H qui a fait des choses avec quelqu'un dans un cercueil. Mais vraiment des images assez marquantes, quoi. Et il y a des passages où j'ai essayé un peu drôle quand même. Genre le fait
il y a un moment où t'as Vince qui fait non, mais on n'a jamais fait de meurtre. Là, une seconde plus tard, tu vois des images en lien avec des meurtres. Vince, ensuite, il dit non, on n'a jamais fait de trucs par rapport à des viols. Tu vois des images par rapport à ça. Oh non, mais il n'y a jamais eu un flingue dans notre show. Tu vois des images juste après. C'est vrai qu'ils se sont régalés au montage. Hein. Comme le moment avec Bruce Prichard qui dans le dernier épisode, là, en janvier 2024, il refait interviewer où il dit ouais, j'ai vu les épisodes, c'est à charge et tout, j'aime pas. Vince, c'est pas quelqu'un comme vous l'imaginez, c'est quelqu'un de bien et tout. Et juste après, fond noir, le texte, 2 jours plus tard, Vince est accusé de trafic sexuel. La transition, elle est là pour détruire. Alors là pour détruire. Mais ouais, moi je trouve que j'ai bien aimé le documentaire en vrai de vrai. Puis il faut pas oublier que c'est destiné également au fait que 99% des gens qui vont le regarder ne connaissent pas le catch. Donc je trouve que d'un point de vue grand public et tout, je trouve que ça marche plutôt bien en vrai de vrai. Le grand public va je pense, apprécier le truc. Est-ce que ça va donner envie au grand public de regarder du catch? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr pour le coup. Mais ça, quand même, c'est un défi risqué quand même, hein, quand on pense qu'en janvier, il y a Raw qui sera sur Netflix. C'est vrai que Netflix n'a rien à gagner en faisant ça pour le coup. Et pourquoi je vous dis parce qu'au final, mais ça, parce qu'avant la diffusion, on se posait la question justement, est-ce que ça allait salir la WWE? Je pense que la réponse est non. Si ça salit quelqu'un, c'est Vince McMahon, puis c'est tout. C'est pas la compagnie. Je veux dire, à chaque fois qu'ils citent un des problèmes que tu as énuméré plus tôt, ben à chaque fois, ils disent pas que ça levait le problème. Ils disent que c'est Vince McMahon qui a fermé des yeux, c'est Vince McMahon qui a fait ça, etc. Donc si, puis comme qu'on sait, Vince McMahon n'est plus dans la compagnie de loin ou de proche. Donc ça n'affecte pas le futur. Ça critiquait la WWE, mais d'avant, quoi. Ça disait la WWE de Vince. Et après, à chaque fois, t'as... par exemple, il y a aussi l'affaire Chris Benoit qui a été mentionné. D'ailleurs, ça aussi, il y a un truc que je comprends pas. Vince, il te dit ouais, le médecin, il dit de la merde, il avait pas à dire ça et tout. Et juste après, tu vois que en fait, Vince a contacté le médecin et qui a fini par travailler avec la WWE à un moment donné ensuite la WWE qui a fini par bannir certaines prises, les coups de chaise, etc. quoi. Et vraiment 5 minutes avant, t'as Vince qui dit donc là dans les interviews là tournées pour Vince, pour Netflix, il dit non, le médecin il dit vraiment de la merde, il avait pas à dire ça et tout quoi. Donc par rapport donc au fait qu'il disait que Chris Benoit avait subi, je sais plus c'est quoi le terme exact, je sais plus. Et donc qui était donc lié au fait qu'il avait fait certaines prises à la WWE quoi. Salut Corpo. Oui, non, mais c'est que Vince, qu'est-ce qu'il niait? C'est qu'il niait disant que c'est des professionnels sur le ring. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Faut pas oublier qu'ils vendent des prises. Alors, ils savent ce qu'ils font. Alors, s'ils tombent, exemple, sur la tête, c'est calculé puis il y a pas mal pour de vrai. C'est ça qu'il disait, en gros. Ouais, puis en même temps, t'avais des images vraiment de Chris Benoit qui se prenait les pires coups qu'il puisse se prendre. Tu vois, les chutes... Et c'est vrai que les chutes de Chris Benoit, elles sont quand même... Quand je vois des vidéos à chaque fois, même quand elles sortent sur Twitter ou quoi, c'est vrai que c'est quand même très visuel, quoi, ces chutes, hein, quand même, hein, de l'époque. Et les coups de chaise et tout, c'est quelque chose. Hein. C'est sûr qu'il y avait peur de rien. Il y avait peur de rien, tu sais. Puis de toute façon, après, quand il rappelle le médecin, mais c'est pas pour la même chose non plus. Là, c'est pas pour l'affaire Chris Benoit. Non, bah oui, non, mais c'était lié. Bah oui, mais c'est-à-dire que le gars... D'ailleurs, il avait catché à WWE, ça, je le savais pas du tout. Et après, il avait dû prendre sa retraite parce qu'il avait subi une commotion cérébrale. Et donc, à partir de là, quand il a vu l'affaire Chris Benoit, il a voulu s'intéresser au problème. Il a vu de quoi avait subi Chris Benoit. Je vais retrouver le terme parce que ça me fume. C'est
ETC, encéphalopathie traumatique chronique. Voilà, il disait que donc Chris Benoit avait subi ça. Et WWE disait non, c'est faux, etc. Il n'a jamais subi ça. Et plus tard, au final, ils vont travailler avec pour que lui puisse enseigner un peu, informer les superstars de la WWE, etc., le personnel, sur les risques, etc., quoi. Donc, quand même, le gars, il était quand même assez bien renseigné, j'imagine. Après, même le médecin dans le documentaire il a dit que lui, il ne sait même pas s'il était embauché parce que c'est une réelle intention, ou si c'est pour le calmer, ou si c'est pour plaire aux sponsors, parce que tout ça se faisait par la transition vers l'ère PG. C'est vrai. Donc, mais lui, il dit qu'il ne sait pas au final, mais que tant mieux, au moins, ça a changé des choses. Tu sais. C'est vrai. Et puis voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses du documentaire. Moi, j'ai vraiment regardé tout regardé là, aujourd'hui, là, mais vous connaissez ma mémoire. Non, mais je pense qu'on peut faire un débrief vite sur les épisodes, puis peut-être que ça va indiquer aux gens, exemple, quel épisode regarder, ou peut-être que ça va ramener quelques thèmes. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse le tour en ordre. D'ailleurs, dans le premier épisode, Vince qui se confie par rapport à son enfance et tout. Alors, c'était certainement pas la première fois qu'il le faisait, mais je savais pas que pendant 12 ans, en fait, il avait pas connu son père. Et qu'il vivait avec son beau-père. Alors, il parle de violence qu'il aurait subi, donc, par rapport avec son beau-père, d'agression sexuelle également par rapport avec sa mère, apparemment, il dit. Donc, c'est quand même assez fou quand même de se dire que le gars a subi ça. Et derrière, le gars, aujourd'hui, il est accusé pas aussi avec des choses d'agression sexuelle aussi. C'est quand même assez fou. Mais ouais, je savais pas que pendant 12 ans, en fait, le gars, il connaissait juste pas son père. Alors, il dit pas pourquoi il a connu son père 12 ans plus tard, qui a fait le... Est-ce que c'est lui qui a voulu connaître son père, ou est-ce que c'est son père qui a voulu connaître son fils? On ne sait pas trop. Non, mais il dit que lui, il ne sait pas, supposément. Ah, oui. Ouais, il dit qu'ils en parlaient pas et tout, ouais. C'est ça, mais tu sais, encore une fois... Est-ce qu'il dit vrai? Oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'emploie le conditionnel. C'est qu'on ne sait pas. Pour le coup, c'est la parole de Vince. Mais par contre, c'est vrai que la manière dont il parle dans le premier épisode, elle est presque touchante. La manière dont il raconte sa vie, tu sais, comment il est arrivé aux commandes de la WWE à l'époque, c'est presque touchant quand tu ne connais pas la suite. Non mais c'est la manière dont la manière dont il raconte et tout, où il dit que son père, il cherchait donc à vendre l'entreprise et qu'il n'avait pas forcément pensé à son fils en premier, que c'est son fils, donc Vince, qui lui a fait hey, un deal, je te prends l'entreprise, je te la paye, je te fais un virement maintenant, un autre plus tard, un autre plus tard et un autre plus tard, et si j'arrive pas à te faire un paiement, la société te revient et tu gardes tout l'argent, quoi. Et au final, il a réussi à payer l'entreprise à son père, qui son père apparemment n'y croyait pas au début. Mais la manière dont il raconte l'histoire où il arrive aux commandes de la WWE, au début donc de l'épisode 1, quoi. Et oui, touchante. Bon, l'histoire est belle. mais c'est vrai que ça se... Après, donc, il raconte aussi... C'est vrai que l'épisode 1, c'est l'épisode où il y a le moins de choses. Voilà, tout est beau dans l'épisode 1, on va dire. Non, mais ça permet quand même pour les plus jeunes, mais ça permet de découvrir comment est né tout ce concept-là. C'est intéressant. C'est sûr que vu qu'il y a très peu de documentaires de catch, il y a très peu de personnes aussi qui connaissent en réalité la vraie histoire. Moi, évidemment, je connais certaines choses. Je suis loin de tout connaître dans le catch. Mais moi, il y a plein de trucs que j'ai... Bon, la plupart des choses, je connaissais. Mais il y a plein de trucs que j'ai appris en réalité que je ne savais pas. Si c'est vrai. En termes d'histoire. Donc c'est sûr que c'est intéressant, quoi. Surtout que là, c'est parfois même les accusations et tout, tu vois, même le procès des stories des années 90. Bon, tu connais, tu vois, t'en as entendu parler, mais c'est vague, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Là, au moins, Netflix en parle. C'est un truc récent, c'est clair, c'est une belle production, et c'est précis. Donc ouais, c'est intéressant.
Et ouais, donc l'épisode 1, après, donc il explique WrestleMania. Tu sais, ça, par contre, c'est vraiment la classique. C'est-à-dire que quand t'as regardé un peu toutes les biographies, tout ça, pour le coup, il te raconte comment WrestleMania est arrivé et tout. Bon, c'est nécessaire, évidemment, pour tous ceux qui regarderaient un truc par rapport au catch pour la première fois, tu vois. Mais quand c'est la 30e fois que tu entends parler de la création de WrestleMania 1, là, waouh, c'est bon. Ouais, Cyndi Lauper, Mr. T, titi, tatata. C'est sûr, mais après, il t'explique pourquoi WrestleMania 2 est un échec, comment ils ont dû remonter la pente. Donc, ça peut quand même d'apprendre quelques infos. Mais il passe pas 20 ans là-dessus, donc ça, c'est cool. C'est cool. Il y avait un truc que les gens avaient peur au début quand ça a été annoncé. Il y a beaucoup de gens, quand même, qui pensaient que ça allait être un documentaire en mode tout est beau, tu vois. Ils allaient vraiment pas critiquer Vince. Ça, pour le coup, parce que, en lien donc, avec le fait que Raw arrive sur Netflix en janvier. Et donc beaucoup de gens pensaient qu'ils n'allaient pas relever les scandales et tout. Et au final, c'est vraiment l'inverse, hein, ce qui se produit. Non, mais justement, ça fait partie de la compagnie. Puis justement, l'épisode 2 là, qui suit celui-là, je veux dire, ça rentre justement dans ces années-là des premiers scandales. Puis Vince explique justement que c'était lui contre le monde un peu. Tout le monde pouvait s'acharner contre lui. Donc, justement, à l'épisode 2, qui fait le retour sur le procès des stéroïdes, comme tu disais, qui fait aussi le retour sur les coulisses, sur les agressions qui seraient passées sexuelles contre des jeunes garçons mineurs. C'est vrai qu'il y a ça aussi, qui est une affaire qu'on connaît, mais qui est très vague, tu vois. C'est parce que ça fait tellement longtemps, tu sais, c'est parce que... Il y a l'arbitre également, il en parle. Si vous n'étiez pas vivant, mais pendant qu'est-ce qui se passait, tu sais, c'est différent, là, et ensuite, oui, exactement, donc il y a la première arbitre féminin. Par contre, moi, c'est vrai que ce qui m'a fumé, c'est que Vince est quand même très, très gentil, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fin de chapitre, à chaque fin d'épisode, t'as un petit texte qui te dit la WWE et telle personne ont réglé leur problème avec un accord à l'amiable. Là, à chaque histoire, c'était ça. Vince qui sortait les beaux billets, tiens donc. Oui, non, mais ça, on le sait, c'est pas un secret. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, je veux dire, les articles qui étaient sur Catch News ou etc., là, mais oui, mais ça se réglait de la sorte. Mais ça permet justement de revoir, d'avoir les détails sur ces histoires-là. Puis Vince qui se défend surtout de A à Z, qui donne ses arguments. Donc pour moi, est-ce qu'il paraît mal dans cet épisode-là? Pour moi, non. Là, je veux dire, à chaque fois, il explique sa version des faits, puis là, après, c'est à vous de croire qui vous voulez. Oui, c'est ça. Quoi. Une note sur 10 du docu. En vrai, alors je l'ai regardé aujourd'hui, donc j'ai pas forcément assez de recul, mais ouais, moi je lui donne un 10, parce que Netflix a fait, je trouve, le travail nécessaire et ce qu'on pouvait s'attendre, et c'était très bien fait de la part de Netflix. Alors c'était le producteur de Tiger King, donc c'est aussi une autre série documentaire très appréciée. Mais donc ouais, ça n'a pas été fait à la va-vite, c'est vraiment un vrai travail qui a été fait. En vrai, c'est quel épisode le plus intéressant? Le 6ème, je vais pas te mentir, que je trouve le plus intéressant parce que les plus récents, tu vois, les plus dans des sujets plus récents. Disons que les sujets des années 80-90, on les connaît, quoi. Tu vois, en tant que fan de catch, on les connaît. Moi, je préfère finir de débriefer les épisodes avant de donner mon avis là-dessus. Wow, le suspense! Attends, juste, prochain docu de WrestleMania 40 qui va sortir, je crois pas que ce soit je crois que c'est le même. Hein. J'ai regardé tout à l'heure les images. En fait, ça, c'est juste des nouvelles images qui sortent. Là, sur Twitter, tu vois, mais je crois que c'est juste le même truc qui était sorti là, il y a quelques temps. Par rapport aux coulisses de WrestleMania 40 et qui vont juste diffuser à la télé cette fois-ci. C'est très similaire à ce qui se passe en réalité avec le documentaire d'Inox Tag qui est diffusé sur YouTube et ensuite à la télé. Tu vois. Je crois que c'est ça, et je crois que là, juste, ils mettent... Non, mais c'est juste pour préparer l'arrivée de NXT. Ah oui, c'est sur la chaîne de NXT dès la semaine prochaine, d'ailleurs. Ouais. Effectivement. Vas-y, c'est vrai que toi, tu m'as dit juste avant là que tu avais pris des notes. Ouais, donc l'épisode 2, justement, comme on disait, ça relate tous les problèmes qu'il y a eu en même temps, mais parce qu'il dit que pendant cette période-là, c'était très sombre pour lui, parce qu'il se sentait attaqué de partout. Puis là, justement, dans la fin de l'épisode 2 puis l'épisode 3, qu'est-ce qu'on a pour lui? C'est comme la goutte finale, c'est la WCW qui commence à l'enterrer. Ah oui!
Donc là, c'est là qu'on revient sur toute cette période-là de WCW contre WWF et qui explique que pour lui, c'était inacceptable ce qui s'est passé parce que le seul objectif de Ted Turner, qui était le propriétaire qui diffusait la WCW, c'était de le détruire et de détruire sa compagnie. Et pour lui, c'était inexcusable ce qui se passait. Puis donc, justement, ça vous explique pourquoi que toutes les stars avaient décidé de quitter Vince McMahon pour la WCW à l'époque, pour ceux qui C'est vrai que pour le coup, ça a été un passage vraiment long, la WCW. Là, pour le coup, ça a été, ils ont fait tout un épisode dessus, voire un épisode et demi quand même. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup voir Eric Bischoff dans les documentaires comme ça. Ça me régale de voir sa petite gueule, Eric Bischoff, là, ça régale. Il dit tout le temps la même chose, les mêmes images et tout, mais... bon après là pour le coup c'est vrai qu'il y a vraiment rien de nouveau je crois là-dessus. Bon en même temps tu peux pas réinventer la WCW parce qu'elle est morte elle est née et morte de la même manière à chaque fois. Mais non mais ce qui est intéressant je pense c'est les propos de Vince, tu sais, parce que souvent on n'avait jamais vraiment les propos de Vince, mais qu'est-ce qu'il en pensait de cette guerre-là, qu'est-ce qu'il en pensait de perdre tel ou tel catcheur. Lui aussi dit que la WCW, la seule affaire qu'il faisait, c'était voler son travail parce qu'à chaque fois, il créait le personnage, puis après ça, le personnage allait ailleurs. C'est marrant parce qu'à la fin, t'as Eric Bischoff qui dit que donc, la manière dont la WWE a réussi à s'en sortir et à battre la WCW derrière, c'est en volant des choses de la WCW. Donc les deux s'accusent au final de vol. C'est très drôle. Exact. Donc, les deux, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, après, tu sais, c'est la guerre entre deux compagnies. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est très intéressant. Parce que moi, Vince, en vrai, de vrai, la dernière fois qu'on l'a vu en interview, ça date de quand? C'est vrai que là, en plus, il montrait des images, plein d'images d'interviews de lui qui dataient de l'époque. À chaque fois qu'il y avait une affaire. Mais là, ça fait des années que Vince McMahon, on l'avait plus vu en interview. Et c'est vrai que les sujets comme ça, on le voyait plus en parler en réalité. L'affaire Chris Benoit, il en avait parlé, mais dans les premiers jours, et ensuite, au revoir, on n'en parle plus. Owen Hart, pareil. En fait, voilà, toutes les affaires comme ça, ça a toujours été la même chose. Il en parle au début, et ensuite, on n'en parle plus jamais. Là, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, que là, pour une fois, il revient sur tous les scandales qui ont fait surface à la WWE. Possiblement et certainement pour la dernière fois de sa vie, quoi. Là, je vois pas d'autre occasion, il pourrait reparler de ça, pour le coup. Là, je pense que c'était vraiment la fin. Ça a l'air con, mais je pense que la réponse, c'est tout va dépendre comment le procès actuel va se terminer. Oui, Netflix pourra peut-être faire une partie 2. Ouais. Plus ça, l'épisode 3, il se termine sur quoi? Il se termine sur le Montreal Screwjob, on en a parlé un peu plus tôt. Mais l'épisode 3 qui se termine là-dessus parce qu'il explique que selon lui et eux, en fait, donc Vince McMahon, Netflix et compagnie, que c'est vraiment le moment qui a fait tout chavirer puis qui a fait changer la WWF de l'époque et créer aussi le Mr. McMahon heel qu'on connaît comme aujourd'hui. Donc, il explique que c'est ce moment-là qui a fait vraiment tout pivoter puis qu'il a fait passer heel au lieu d'être face. D'ailleurs, ça, il y a un moment très drôle. Il y a un moment très drôle. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais quand Vince il dit... On lui demande si Vince McMahon c'est la même personne que son personnage qu'il interprète à la télévision, donc de heel. Lui il dit non, pas du tout, rien à voir. Et juste derrière, plein de personnes qui disent la même personne, c'est la même personne. Le personnage et Vince McMahon dans la vraie vie, c'est la même personne. et en plus, j'entends Vince qui fait non, pas du tout, pas la même chose, ça n'a rien à voir et tout. Juste derrière, en plus, c'est vraiment les personnes qu'il connaît le mieux, quoi, l'Undertaker. Bruce Prichard, etc. Ouais, on a parlé à Jardino. Mais ça, c'était aussi très drôle. Ouais, mais ça, c'est justement l'épisode 4, vu que Mathis spoil tout, visiblement. Ça, c'est justement l'épisode 4, où est-ce qu'ils reviennent sur toute la création de son personnage, à partir du Montreal, le Screwjob, et aussi la création de l'Attitude Era. Donc, pour ceux qui sont toujours demandés comment cette ère-là est venue au monde, de où ça part, comment ça s'est lancé. Donc, il en parle de long et en large. Tout ça partirait aussi d'un slip de Shawn Michaels avec une chaussette dedans pour avoir l'air d'un gros engin aussi. Je sais pas si tu te rappelles de la séquence. Ah oui, je crois que ça me dit quelque chose. Mais là, tu vois, par exemple, tu sais, la rivalité entre Shawn Michaels et Bret Hart, ce que je te disais tout à l'heure, s'ils avaient voulu aller dans les détails, ils auraient plus expliqué pourquoi les deux se détestent vraiment dans la vraie vie, tu vois.
Oui, mais encore une fois, c'est un documentaire. Ah oui, c'est pour ça, oui, mais c'est pour ça, je te dis que ça me pose pas de problème, mais c'est sûr que quelqu'un qui connaît rien au Montreal Screwjob, il y connaît toujours rien maintenant, tu vois. Ouais, mais la Montreal Screwjob ne part pas du fait que Brett puis Sean ne s'aimaient pas. Il part du fait que Brett voulait partir. Oui, mais pourquoi Bret Hart ne voulait pas perdre aux Sorceries? C'est lié au fait que t'avais Shawn Michaels, t'avais le fait que c'était à Montréal. Parce qu'il voulait pas que ça soit contre Shawn Michaels puis que ce soit à Montréal. Il explique dedans? Oui. J'ai juste pas écouté alors. En fait, je regardais autre chose. non, mais c'est sûr, mais qu'il explique pas spécifiquement mais pourquoi qu'il déteste Shawn, mais il dit c'est juste parce que c'est un idiot. Ah, c'est ça qu'il dit Brett, il dit parce que c'est un idiot, il a une mauvaise attitude. C'est sûr qu'il dit pas spécifiquement pourquoi, mais aussi, parenthèse, il rajoute parce qu'il a vraiment pas aimé le fait que Shawn Michaels a fait des allusions qui trompaient sa femme avec Sonny. Ah oui, ça, pour le coup, il le dit bien. Puis là, ça, il dit que lui, parler de sa famille, c'est inacceptable. Puis aussi, à cause de ça, bon, blablabla. Si Vince McMahon va prendre des années, ce sera terminé pour lui. Moi, vous savez ce que je pense, ce que je crains, c'est que le procès prenne beaucoup trop de temps, au final. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que ça va prendre du temps, mais c'est une grosse affaire. Ouais, mais j'ai peur que ça prenne... fédéral. J'ai peur que ça prenne trop de temps et que ce soit trop tard après, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, effectivement, mais ça peut... C'est ça, ce genre de truc, les gars, dans 5 ans, on y est encore, hein. Je vous le dis. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est tellement énorme comme truc, parce qu'il y a plusieurs femmes là-dedans, ouais. Donc il y a plusieurs mini-procès dans un. T'as le procès original qui va sur pause. Exact. Maintenant, donc, parce que c'est un plus gros truc. D'ailleurs, sur Twitter, Vince qui parle donc du documentaire, et qui mentionne que le procès est terminé et tout, mais au final, non. Il parle du procès donc en question contre l'ancienne employée, mais il y a un plus gros procès qui va prendre beaucoup d'années, effectivement. D'ailleurs, c'était quoi la raison pour laquelle Vince a pris la parole sur Twitter cette semaine? Ouais, par rapport au documentaire. Pourquoi lui s'est senti obligé d'en parler alors qu'il aurait pu ne pas en parler? Parce qu'il dit... il veut se défendre. Il se défendait avant que le documentaire sort en disant que qu'est-ce qui est projeté au montage, ce n'est pas lui. C'est ça ce qu'il dit. Il dit ce qui est projeté au montage, ce n'est pas lui. Ce qui est dit n'est pas vrai. Puis c'est ça qu'il dit. Je veux dire, tu l'as lu, sa déclaration. Oui, non, mais oui. Mais je veux dire, c'est quoi... mis dans le chat GPT. C'est quoi la raison, je veux dire? C'est ça que je veux savoir. C'est pas évidemment que je crois que j'ai compris. Mais comme dit Mathieu, c'est pour se justifier puis se défendre avant que ça sorte. Mais merci, je le savais pas. Merci beaucoup. Non, mais pourquoi tu poses la question, c'est l'idiot? Mais là, pourquoi se justifier? C'est parce que parce qu'il veut se défendre avant que ça sorte pour aviser les gens. Mais regardez, selon moi, ce qui va être montré, n'est pas vrai. Donc écoutez-moi. C'est juste qu'il veut déjà affecter nos pensées avant qu'on voit ce qu'il dit. Il se protège, oui, mais est-ce que ça le protège vraiment au final? C'est ça le truc. C'est que je trouve justement que en mettant un tweet 2 jours avant que ça sorte, justement, ça montre que le gars, il est fébrile au final. Mais donc il se protège pas vraiment, quoi. Pour moi, se protéger, c'est juste ne rien dire. Mais tout le monde, tu sais, mais quand quelqu'un a quelque chose à dire sur un montage X, là, c'est toujours avant la diffusion, Mathis. Là, je veux dire, c'est arrête pas. Arrête de m'appeler Mathis. Je veux dire, c'est pas après la diffusion. Je veux dire, c'est toujours avant. Mais surtout avant. Que le gars, il a jamais cherché à se défendre. Pourquoi aujourd'hui il veut se défendre? Le gars, à chaque fois. Oui, non, mais par rapport à. C'est faux. Si, oui. Quand il y a eu les gros scandales, évidemment, il a cherché à se défendre. Mais je veux dire, je sais pas. En fait, il a toujours eu cette air de j'en ai rien à foutre, tu vois. Comme là, par exemple, quand il y a les accusations en 2022 qui est apparu lors des shows, tu vois. Il a eu ce truc de en mode rien à foutre. Ça touche plus grand public. Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, mais c'est que lui, il dit regardez, j'ai pas eu la chance de m'expliquer dans le documentaire. Non, alors, on l'a pas du tout entendu 5 heures sur 6 heures. Non, mais à propos de ça, il dit voici mon tweet, voici ce que j'en pense, puis c'est ça. Là. Et surtout, dans le documentaire, ils disent que le gars a refusé ses données interview. Donc... Ben non, mais c'est normal. Là. Je veux dire, si la dernière interview était prévue dans le même mois qu'il est accusé, c'est sûr qu'elle n'allait pas se pointer sur le plateau de tournage. Après, de je Netflix, pense que Netflix aurait pu attendre un peu. Genre, ils ont interviewé Bruce Prichard en 2024.
je pense qu'ils ont dû lui demander en 2024 également, tu vois. Bref, bon, en tout cas, le gars... Non, mais c'était là qui était prévu à ces dernières entrevues, justement. C'était au moment des accusations, fait que c'était en janvier, là. On parlait de Bret Hart à quelques instants, moi, il y a un truc qui m'a déçu. Voilà, je te l'annonce. Il a pas parlé de Goldberg. Ben non, mais calice. Moi, je suis désolé, mais je voulais entendre ça. Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. Bah oui, les gars, mais on l'a pas entendu. Je suis désolé, mais le gars a fait une interview sans parler de Goldberg. Ou alors il l'a enlevé du montage. C'est aussi très possible. C'est aussi très possible. Et il y a eu un petit passage, je crois que c'est dans le chapitre 6, enfin dans l'épisode 6. On va pas parler de l'épisode 5, là. Mais tu l'as pas regardé, tu m'as dit. Ben justement, tu peux nous expliquer c'est quoi qui s'est passé dans l'épisode 5, parce que malheureusement, je me suis pas levé assez tôt. J'ai dû choisir quels épisodes je regardais pour le live d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai regardé le 1, 2, 3, 4 et 6. Le 5, je vais le regarder après. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le 5? Ben, je te pose la question. Moi, j'ai des petits trucs dans ma tête. Et vraiment, je sais pas où quand ça a eu lieu. Donc, peut-être que même ce que je vais dire là, c'était l'épisode 5 en réalité. Il y a eu la partie avec Shane McMahon, il y a eu une petite partie avec lui quand même où il explique donc le lien avec sa famille, pourquoi il a quitté la c'était 6, ou pourquoi il a quitté la WWE une certaine année, pourquoi il est revenu plus tard, quel lien il entretient donc avec son père. Et il y a des images aussi qui, je crois, inédites où le gars dans les quiz de WrestleMania 32 où il est donc avec son père, où ils font un câlin, et le gars il dit j'ai jamais eu ça. J'ai fait ça pour lui, pour les spots et tout, très dangereux et tout. Il dit voilà, j'ai fait ça parce que j'aimais, pour les fans et tout, mais aussi pour avoir un petit mot de la part de mon père. Exact. Mais parce que Shane, mais il explique justement que toutes ces années-là, il voulait toujours avoir l'approbation de son père. Puis justement, il l'a eu à ce WrestleMania-là, dans les coulisses. Vince qui a dit qu'il était fier de lui. Donc c'est vraiment à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a des images dans coulisses qui sont pas mal pendant le documentaire. Moi, j'ai toujours été friand de ces images-là en coulisses. Et il y a vraiment pas mal d'images en coulisses que tu vois qu'on n'a jamais vues. Et je crois que l'épisode 5, ça parle de l'implication de la famille dans le business. Ben oui, c'est ça le titre de l'épisode 5. Donc, je sais pas si Mathis, t'as des souvenirs de quoi ça parle spécifiquement. C'est dingue, parce que je l'ai vu il y a vraiment 2 heures. Hein. Et t'as aucune idée? Okay. Non, mais je peux aller sur Netflix là et vous faire un petit résumé, hein, si vous voulez. Mais... ok. Bon, c'est pas l'épisode où il parle de... Comment elle s'appelle, sa femme? Linda. Linda. Il parle de Linda? Tu te souviens de quelque chose avec Linda, toi? Ben, moi, ce que j'ai vu, pour l'instant, c'est juste que Linda, elle parle à la WWE, mais non, elle a pas... Ça, je sais qu'elle apparaît aussi pas mal de fois dans le documentaire, j'étais surpris, parce que je m'attendais pas forcément à ça. Et c'est qu'il parle pas mal de Linda McMahon qui dit qu'elle voulait pas vraiment apparaître à l'écran parce qu'elle aimait pas ça. Mais bon, elle l'a quand même fait. Et oui, c'est vrai qu'il y a... De la famille, mais je me souviens pas forcément de l'épisode en entier. Ah oui, t'as Trish Stratus qui parle de l'épisode 5, ça aussi. Trish, c'est pas mal intéressant, mais j'ai l'impression que par rapport au fait qu'elle soit encore sous contrat avec la WWE, elle parle pas réellement, elle dit pas les facts. Le moment donné, le moment où elle revient sur le jeu, c'est où elle a aboyé sur le ring, la fameuse image, où elle en parle comme si c'était genre normal et que ça lui va, tu vois. Je me demande, est-ce que vraiment aujourd'hui t'aimes encore revoir ces images? Pas sûr. J'ai l'impression que Trish, elle parle vraiment de tout ce qu'elle a fait, en mode c'était trop bien, alors que... C'est sûr, mais tu vois quand même qu'il y a une admiration réelle pour Vince McMahon, parce que chaque fois qu'elle témoigne, ça reste qu'il y a toujours des belles choses à dire. Elle est encore sous contrat avec la WWE. Est-ce qu'elle parle est-ce qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense? Pas sûr. Non, mais je pense que s'il y aurait un problème, elle serait juste pas là. Tu sais, je pense que s'il y aurait un problème que... Bon, après, je pense qu'elle aime prendre son argent également, concrètement. Je sais pas. Bon, en tout cas, je trouve que ces interviews, je trouve qu'elle dit pas la vérité. Après, peut-être que c'est la vérité, hein, mais...
Le moment où elle te dit oh, j'ai adoré et tout, comme en même temps, t'as Netflix qui te montre des images d'elle en train de se mettre à poil devant Vince, en train de toucher le cul de Vince. Bon. Tony Atlas, je comprends pas trop à quel point ce mec est fiable. D'ailleurs, j'ai vu aussi que Pat Laprade ne disait qu'il était pas fiable. Parce que lui, il est accusé de. Justement, tu parlais tout à l'heure des affaires bizarres. Comment il s'appelle? Merde, Pat Patterson. Et l'accusé Pat Patterson donc d'avoir eu des trucs bizarres également à l'époque. Et donc Tony Atlas c'était le seul dans le documentaire à dire ça. Et Pat Laprade il a fait sur Twitter non. On le sait, Pat Laprade n'a rien à voir avec ça. C'est Pat Patterson. Tu dis quoi? Je dis Pat Patterson. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? Je dis Pat Laprade n'a rien à voir avec ça. Non, Pat Laprade a dit que Oh, t'as compris? Non, ben, je fais juste préciser pour ceux qui nous écoutent. Là. Rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que Pat Patterson, t'avais mais dans le documentaire aussi, ils disent que Pat Patterson n'avait rien à voir avec ça. Puis que même Vince me le répète. Mais bon. Ben oui, mais bon. Honda a pris l'échec sans rien dire, et puis une fois, plus de contrat, elle a parlé. Ouais, ça. Bon, après, Trish Stratus, ça fait quand même des années elle a fini sa carrière, donc je pense que. Tu sais, je vous dis, elle aurait pu parler, mais dans toute l'époque, mais qu'elle n'était pas sous contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Bon, ouais. Après, ce genre de truc également, vous savez, peut-être dans 20 ans, elle dira des trucs. On sait jamais. Je pense que s'il y a vraiment quoi de grave, elle serait jamais revenue. T'sais. Comme c'est une menteuse, comme c'est une Canadienne, c'est une menteuse, c'est ça? Exact. Non, je dis que Vince, il ment beaucoup aussi. Il est pas canadien, de ce que je sache. Peut-être. Bon, puis vu qu'on se rappelle rien de l'épisode 5, j'ai pas encore vu. Je pense que c'est ça, en vrai. Hein, parfait. Rien de fou. Puis l'épisode 6, justement, ça revient sur toute la tragédie Chris Benoit. Donc ça explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on parlait tantôt avec le médecin aussi. Donc ça revient en long et en large là-dessus quand même. Les accusations de 2022 et tout ce qui s'est suivi derrière. Oui, d'ailleurs, il mentionne Brock Lesnar. Il mentionne Brock Lesnar. Et ça, j'ai été choqué parce qu'on est d'accord que dans le truc original, ils disent, on a tous imaginé que c'était Brock Lesnar, mais ils disent ancien combattant UFC, catcheur WWE, c'est ça. Ils disent pas Brock Lesnar. Non, mais tabarnak. Quoi? Il y a une personne sur Terre, Mathis, que c'est ça. Non, mais oui, d'accord, mais là, dans le. C'est juste que ils disent Brock Lesnar. C'est juste que dans la poursuite, ils nomment aucun nom parce que c'est la poursuite. Mais là, la personne qui dit le nom Brock Lesnar, je crois que c'est quelqu'un du genre. C'est journaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est quoi le problème? Bah, si le ou la journaliste, je ne sais plus ce qui c'était, ne mentionnait pas Brock Lesnar de base quand c'est sorti, que là, il le mentionne. Il a dû se passer un truc, non? C'est que là, officiellement, c'est sûr. Non, mais c'est pas mal. Le documentaire, ils font la lecture de toute cette poursuite-là qui se passe actuellement avec l'ancien employé, d'accord? Donc, il y avait beaucoup d'articles là-dessus et sur Catch-News qui avaient détaillé toute cette plainte-là de long et en large. Vous pouvez le retrouver encore dans l'article, mais faites attention, il y a du contenu pas mal mature un peu là-dessus. Et donc, justement, tu sais, je vois Becorpo qui demande, ils disent quoi sur Brock? Ben, en fait, c'est que l'ancien employé disait que pour qu'il re-signe avec la WWE, ben, dans son contrat, supposément, ben, il y avait une clause qui disait qu'il pouvait profiter du corps de cette jeune femme-là, que ce soit en physique ou en photo. Donc là, il confirme que cette personne-là était Brock Lesnar qui avait accès à ça, parce que dans la plainte, il disait simplement que c'était un ancien champion de WWE et UFC, comme dit Mathis. Mais oui, donc là, ils reviennent... Moi, je trouve qu'officiellement, j'ai l'impression que c'est la première fois que le nom de Brock Lesnar est cité dans cette affaire. Oui, parce qu'habituellement, ils disent... non, mais après... Moi, je trouve que c'est un énorme pas de le mentionner directement. Surtout que là, c'est sur un truc Netflix, quoi, donc ça va être regardé un tout petit peu. mais ouais, c'est un risque de le mentionner parce que le procès n'est pas fait. Ouais, c'est ça. Ils ont l'air d'être... Donc, c'est sûr que j'ai été surpris. Puis juste avant ça aussi, ben, il explique pourquoi ils ont fait la transition vers l'ère PG. Donc pour ceux qui voulaient savoir pourquoi ou qui n'ont pas compris pourquoi, ben, au moins ils vont vous expliquer pourquoi ils sont allés vers cette ère-là. C'est vrai que par contre c'est intéressant. Je trouve que ça a été très clair la manière dont à chaque fois ils ont changé, quand ils parlaient des ères différentes, à chaque fois ça a été très clair la transition, pourquoi ils ont
Pourquoi ils sont arrivés à l'attitude era, pourquoi ensuite ils ont arrêté la violence, pourquoi ils sont allés vers la PGA. Ça, pour le coup, c'était très clair, ça. Oui, puis en plus, ils sortent les faits, qui expliquent pourquoi c'était bon pour la compagnie ou non. Donc, à chaque fois, ils vous expliquent ça. Ensuite de ça, il y a le passage sur Shane McMahon, mais comme on a parlé plus tôt. Puis aussi Shane, mais qui avoue. C'est parce que ça n'avait jamais été dit, là, mais qui avoue qu'il aurait peut-être aimé ça, prendre les rôles, les règnes de la WWE, et non qu'elle soit vendue à TKO. Malheureusement, il n'y a pas eu cette opportunité-là, mais il confirme que ça y a déjà passé en tête, mais qu'il aurait aimé ça, pouvoir continuer ça avec la famille. Oui, c'est aussi pas mal intéressant les interviews qui datent donc de 2022-2021 où t'as il leur demande si par rapport à l'avenir, comment ils voient la WWE à l'avenir, est-ce que ça va rester sous McMahon, est-ce que, sachant qu'à l'époque ça avait toujours pas été racheté, d'ailleurs Hulk Hogan qui dit en 2022 la WWE sans Vince ça va pas survivre. Ouais, mais puis même là aussi, un autre truc qu'on n'avait jamais entendu sortir de la bouche de Vince, mais que là, ça a été dit. Vince qui dit aussi, parce que ça, c'est toutes les interviews avant les accusations aussi. Vince qui confirme, qui dit qu'il allait jamais prendre sa retraite. Que ça va être impossible qu'il prenne sa retraite. Ça a tellement mal vieilli. Parce que, mal vieilli. Bah oui. Non, mais c'est Garo, il explique que pour lui, prendre sa retraite, c'est attendre la mort. C'est ça qui explique mot pour mot. Oui. Il dit que pour lui, c'est inconcevable qu'un être humain prenne sa retraite. Pour lui, il faut tout ça travailler. Sinon, tu veux juste attendre simplement John de mourir. Cena également, il dit je le vois pas arrêter. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit non, je le vois pas arrêter. Il va continuer jusqu'à sa mort. Et lui-même dit lui dit un truc très violent d'ailleurs. Je sais plus la phrase exacte, mais c'est en mode les personnes qui veulent être retraitées, c'est nul, c'est à quoi ça sert de juste ne rien faire de la vie. Il veut rester motivé et tout, quoi. C'est ça, c'est là qu'il dit que ça sert à rien d'attendre la mort, justement. Ouais, c'est ça. Et du coup, je redemande des documentaires de WWE comme ça, mais sur la WWE, ouais, moi aussi. Il y avait une rumeur qui disait qu'il voulait faire un truc comme la F1. Netflix. Du coup, là, pour le coup, ce sera plus, il y aura moins de scandales. Mais je pense qu'il faut aussi s'attendre à plus de documentaires du genre sur Netflix à l'avenir. Évidemment, pas autant mais plus des trucs WW24 qui vont sortir sur Netflix avec les codes de Netflix, je pense. La VF est plutôt bonne à part certains problèmes de connaître comme le mot. Ah, kayfabe, oui. À un moment donné, quand j'ai changé, j'ai mis en VF, j'étais en mode, alors qu'est-ce que ça donne la VF? C'était vraiment ce passage-là où tous les mecs disaient kayfabe. Et la VF, c'était kayfab. Oh, ça m'a un peu... J'ai vite remis en VO après. J'ai vite remis. Hunter a parlé, il a parlé dans le documentaire, il a pas beaucoup parlé, ouais, c'est ça. Il a surtout parlé des années 90, la période où, surtout, il est avec la WCW, où il s'était fait punir avec le King of the Ring. Mais il a pas énormément parlé, il a pas parlé des scandales, il me semble. Non, mais aucun membre de la famille n'a parlé des scandales. Ouais, c'est ça. Ils ont demandé à Stéphanie un truc, elle a fait j'en parlerai pas. mais ouais. Puis voilà, je crois que ça se finit sur ça. En tout cas, très intéressant. Ouais, mais ça se finit sur les accusations. Puis justement, ça dit que les accusations sont à surveiller parce que, comme vous savez, il faut voir avec quand le procès va se lancer. Donc voilà. Voilà, et puis la suite de l'histoire, le procès. Mais sinon, moi encore une fois, comme je vous le dis, ma note c'est un 10 sur 10. Netflix a géré, enfin la production était très bonne. Ils ont parlé, je trouve, de tous les sujets nécessaires. Évidemment, les sujets tu pouvais plus rentrer dans les détails si tu le voulais, mais je pense pas que c'était forcément nécessaire si tu voulais pas faire un truc de 20 épisodes. Donc franchement, non, très bon. Netflix a sorti un docu sur les joueurs de NBA dans leur vie, serait top qu'ils fassent de même. Attention, la WWE fait déjà ça, plus ou moins, donc ça m'étonnerait pas. Hein. Oui, parce que je pense que le documentaire, il est 100% à voir. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Je pense que tout fan de catch doit voir ce documentaire. Je pense en vrai, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, surtout qu'il est en VF. Donc pour une fois qu'il y a un truc en VF,
Exact. Tu sais, aime ou aime pas Vince McMahon, supporte-le ou supporte-le pas. Tu sais, ça va au-delà de ça. C'est sûr que vous allez apprendre des trucs, découvrir des trucs, ou juste faire « Ah merde, je pensais que c'était ça, mais finalement, c'est ça, c'est ça la vérité. » Ou même avoir un point de vue différent sur tel ou tel sujet. Exact. C'est très intéressant. Comme, tu sais, en regardant le documentaire, on le savait déjà, mais je m'en suis surtout rendu compte à ce moment-là, c'est que le Vince McMahon, il avait vraiment tous les... il faisait tout ce qu'il voulait. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait lui dire non, on fait pas ça. Le gars, concrètement, c'était vraiment, je veux faire ça, on fait ça. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que Stephanie McMahon va se marier avec Triple H une semaine avant. Alors, je ne sais pas, j'avoue que je connais pas encore assez bien cette année-là encore. Donc, je sais pas si c'était bien logique ou pas dans la storyline, mais une semaine avant le mariage, Vince McMahon décide d'affronter Stephanie dans un street fight. Et t'as Stéphanie qui dit que il y a donc sa femme Linda qui lui avait dit si elle a une jambe cassée ou un bleu, ça ira mal. Ça ira mal. Mais tu sais, moi je pense que tu sais, après avoir vu le documentaire à chaud, moi je trouve que ma seule réserve, tu sais, je trouve que le segment avec Bruce Pritchard qui disait qu'on voit pas Vince, je pense que ça c'est vrai, mais dans le sens qu'après le documentaire, est-ce qu'on sait vraiment qui est Vince McMahon? Non, c'est vrai qu'on reste toujours sur notre cul. C'est vrai. Je veux dire, tu comprends toujours pas encore si Monsieur McMahon, si c'est un personnage ou si c'est pas un personnage. Le gars va juste die comme ça, avec son personnage, quoi. On saura jamais. Exact. Mais ça restera un mec controversé. À la fin. Puis même lui, tu sais, le documentaire se termine avec Vince qui dit justement que souvent, les gens, quand ils ont un personnage, ils deviennent leur personnage. Même lui, il l'avoue que souvent, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Est-ce que c'est arrivé à lui ou non? On ne sait pas. Mais moi, je trouve qu'il manque peut-être un peu plus de vie personnelle dans ce documentaire-là. Comprendre qui est Vince McMahon, puis vraiment comprendre comment il s'organise, puis ses pensées. Moi, je pense que c'est juste ça qui manquait. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir Vince parler, de voir comment il est aujourd'hui, ces dernières années, parce que, une fois, ces dernières années, quand on le voyait, c'était juste dans les shows, quoi. Pensez que l'actuelle direction de la WWE va définitivement couper les points avec Brock. J'ai l'impression qu'il reste un flou sur son potentiel retour et une bonne partie de l'IWC qu'il voit. Quoi, l'IWC? Qu'il voit revenir au nom de la fin de l'accusation. C'est pas les fans. Aucune idée. Brock Lesnar, c'est vrai que c'est un sujet assez spécial. Même la WWE, je pense, ne le sait toujours pas aujourd'hui. Triple H en avait parlé il y a plusieurs semaines où il disait que Brock Lesnar, s'il veut revenir, il pourra revenir. Mais je pense surtout que là, ils vont attendre la fin de l'affaire. Et en fonction de l'affaire, c'est comme le procès des stéroïdes de l'époque où tu as la fondatrice peut-être de US Senator qui avait dit s'il était reconnu coupable, ça aurait été la fin en fait. Juste. Oui, non, mais ça a été la fin totale de la compagnie. C'est quand même dingue de se dire, par exemple, que si le gars avait été reconnu coupable, on serait pas là actuellement, tu vois. Non, mais il a fait de la prison. Non, mais je veux dire, je crois qu'elle dit que juste la WWE, c'est la fin, tu vois. Juste. Non, mais c'est sûr, je sais, mais le propriétaire est en prison. C'est sûr que la compagnie, elle va pas continuer. Puis en plus, c'était dans une période très creuse. C'était dans une période, il explique dans le documentaire, c'était dans une période que les salles de la WWE étaient loin d'être remplies, que l'audience était en dessous de la WCW. Donc c'est une période que ça allait très mal. Donc si en plus, Vince McMahon il finissait en prison, tout s'arrêtait de A à Z, c'était sûr. À cette période également, t'as ce truc de... Internet Wrestling Community, ok. T'as ce truc aussi où t'as Shane McMahon qui parle du rachat de l'UFC. J'ai déjà entendu cette histoire, mais c'est vrai que là, ils en parlent. Shane McMahon voulait racheter l'UFC il y a plusieurs années. Et à l'époque, Vince ne voulait pas. Il explique pourquoi dans le documentaire. Et je crois qu'il dit qu'en gros, le business model de l'UFC était pas ouf, parce que je crois qu'il cite que, en gros, il dit que les talents, enfin les combattants de l'UFC, dès qu'ils perdent ou qu'ils se blessent ou quoi, c'est fin de carrière, quoi. Et alors que la WWE, ils construisent des personnages sur le long terme. Et donc ce qui est vraiment très différent. Et à l'époque, apparemment, ils voulaient pas racheter l'UFC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils pourraient s'en mordre les doigts, parce qu'en plus, maintenant, la WWE et l'UFC appartiennent à la même entreprise. Mais c'est vrai que cette histoire est assez folle. Si Shane McMahon avait racheté l'UFC. Et c'est vrai que la carrière de Shane McMahon pourrait faire
un peu... elle est un peu triste quand même, que je trouve. Alors évidemment que le gars, il a réussi, il est pas à plaindre. Hein. Mais... Et le gars, en fait, à chaque fois que tu le vois parler et tout, t'as l'impression qu'il voulait, genre, diriger une entreprise, faire quelque chose, tu vois, il a jamais réussi au final. À créer quelque chose de gros... Mais même Vince le dit aussi, mais quand il parle de la vente de la compagnie, là, il dit qu'il y avait plusieurs scénarios en tête de possibilités de suite pour la compagnie, mais quand il serait pas là, tu sais, donc c'est facile à comprendre. Il parle de Triple H, de Stéphanie, mais Shane McMahon, puis la possibilité de vendre, tu sais, c'est ça que ça veut dire entre les lignes. Surtout qu'à l'époque, encore une fois, il y a 10 ans, on se questionnait tous, hein, c'est quoi la suite de la WWE, qui sera là après Vince? On était tous là, c'était soit Shane McMahon, soit Stephanie, soit Triple H. Il y avait ces 3 noms-là, en gros, qui pouvaient reprendre la WWE après Vince. Et c'est sûr que, en plus, Shane McMahon, fils de Vince qui a repris l'entreprise à son père, je pense que lui, pendant quasiment toute sa vie, il est en mode, si mon père a repris l'entreprise à son père, je pourrais faire la même chose. Sauf que son père, il voulait pas lâcher le dossier, là, le petit Vince. Il voulait pas. Non. Il voulait rester là pendant encore longtemps. Donc c'est vrai que Shane McMahon au final sa carrière de businessman évidemment encore une fois il est pas un plaindre, il vit très bien, mais le gars il voulait ce truc où il voulait diriger une grosse entreprise quoi. Oui, puis tu sais, parce que ça reste que Vince a repris une compagnie, mais familiale, tu sais, puis pour la première fois de l'histoire, c'est plus une compagnie familiale, tu sais, donc tout ça aussi, ça fait réagir au moment de la vente, ça fait réagir aussi dans ce documentaire-là. Ça. Stéphanie, elle s'est barrée, au final, elle voulait pas reprendre l'entreprise. Ouais. Il reste quand même très flou sur ce qui s'est passé ces dernières années, quand même. Encore une fois, quand Vince s'est cassé, que Stéphanie était devenue présidente par intérim, et qu'ensuite, quand Vince est revenu, elle s'est cassée. Ah ben ça, il explique pas pourquoi, là. Ben même Bruce Pritchard... Je crois que t'as juste des Melzer qui parlent, quoi, je crois, mais du coup... Ouais, puis t'as Bruce Pritchard qui dit aussi, personne le sait, puis que même lui, il le sait pas. Donc il dit que si Dave dit quelque chose, si le journaliste de Wall Street dit quelque chose, c'est de la merde. C'est ça qu'il dit, selon lui. Ça, pour le coup, oui, je vais bien l'entendre, parce que je vois pas pourquoi Dave Melzer le saurait, mais... T'as plein de suppositions que tu peux faire, évidemment que ça, je Vince, pense... c'est ce que dit Dave. Dave, il dit, j'imagine bien, Vince arrive, Stéphanie se casse. On comprend vite pourquoi. Enfin, je veux dire, il y a un petit truc qui va pas là, quand même. Ouais, mais ça, c'est clair que les seules personnes qui savent vraiment c'est quoi, c'est elle puis Vince. Là. Tu sais, je veux dire, ils ont toujours été très liés à se défendre sur beaucoup de choses, visiblement, puis ça, on le saura jamais pour l'instant. Mais Stéphanie, elle le dira un jour. Mais bon, on le comprend quand même assez vite. Il n'y a plus un seul McMahon à lever aujourd'hui, c'est fou quand même. Ah ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. T'as Stéphanie qui apparaît de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle n'est pas sous contrat. Shane, il est plus sous contrat. Et du coup, Vince, il est plus sous contrat. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a totalement changé. Pour le mieux. En vrai de vrai, quand tu vois comment se porte la WWE aujourd'hui, c'est quand même fou de se dire... Aujourd'hui, il n'y a plus aucun McMahon et que la WWE se porte mais giga bien. Mais très 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 bien. Ouais, non, mais c'est tout... C'est une nouvelle ère, tu sais, quand même, mais quand on parlait de l'achat, là, je sais, les années avant, mais on disait qu'on allait entrer dans une nouvelle ère, puis c'est totalement ça. Là. Ouais. On vit une nouvelle période à découvrir. Et pour l'instant, ça se passe bien. On apprendra peut-être dans 10 ans des affaires bizarres, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, mais tu sais, c'est loin d'être... mais tout ça, c'est loin d'être terminé. Tu sais, même pour Vince, on va peut-être savoir un jour la fin de l'histoire de ce procès-là. Il va peut-être revenir. Qui sera là? Qui c'est? Il y a un truc, moi j'avais dit une fois, il y a quelques semaines en live, j'avais peur qu'ils mettent des interviews qui datent de 2021 et qu'ils les mettent aujourd'hui sans préciser la date ou quoi. Sachant que du coup ça aurait été bizarre parce que interview de 2021, donc avant que les accusations soient publiques, donc parfois tu peux les personnes pouvaient ne pas avoir la même manière de parler de Vince McMahon qu'aujourd'hui quoi. Pas la même opinion. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont précisé dans les interviews que la majorité des interviews ont été tournées avant les accusations et à la fin aussi, ils
ils mettent l'année d'interview. Alors quand ils disent 2022, c'est pas très clair, parce que c'est tombé en plein 2022, les accusations. Non, mais de toute façon, à chaque début d'interview, ils mettaient l'année. Tu sais, à chaque fois que le catcher a commencé à parler, t'avais l'année à côté. Ouais, mais ça, je crois qu'ils l'ont fait que dans le dernier épisode. Hein. Je crois que dans le premier, pour deuxième... comprendre, justement. Ouais, c'est ça, parce que les dernières questions, c'était plus en mode est-ce que vous voyez la WWE sans Vince ou quoi? Ouais, puis c'était aussi comment décrivez-vous l'héritage de Vince McMahon? Donc, c'était toutes des questions que, quand même, comment décrire l'héritage de la personne. Je veux dire, des fois, ça peut influencer ta réponse, de savoir qui est accusé pour ces raisons-là. C'est ça, exactement. Pour l'instant, ça a l'air clean. Ouais, pour l'instant, la WWE a l'air d'être clean. Après, c'est sûr que ça reste une entreprise et que ça reste un endroit où ils veulent se faire full thune. Donc, évidemment, il y a toujours des trucs bizarres qui se passent. On en apprend encore aujourd'hui. Hein, je sais plus, c'est un truc récemment là, qui a eu lieu, je sais plus c'est quoi. Mais bon, c'est sûr que par rapport à Vince, tout sera mieux. Non, mais là, c'est tellement une grande compagnie. C'est pas géré par une personne qui est propriétaire. Là, mais là, c'est géré par une énorme entité. Je veux dire, ils veulent que tout se déroule bien. Là, ça va au-delà de la WWE. C'est le groupe TKO. C'est le groupe Endeavor après. Ouais, c'est Endeavor, donc, c'est énorme. Là, donc, ils veulent pas qu'une branche du groupe Endeavor qui se déroule mal pour X ou Y raison à cause d'une raison polémique. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Vince McMahon qui voulait apparemment racheter le documentaire. Ouais, c'est vrai, c'est la rumeur qui est sortie un jour avant que ça sorte, le documentaire, hier, du coup. C'est apparemment Vince McMahon voulait racheter le documentaire Netflix. Netflix a fait non. Ouais, pas juste Vince, là, même le groupe TKO aussi. Oui, apparemment, t'as... comment il s'appelle? Harry? Ouais, ben ça, c'est le président du groupe TKO, Harry Emmanuel. Qui est allé parler à Netflix. Mais et j'imagine que Vince était prêt à mettre des millions sur la table pour racheter le documentaire. De toute façon, il n'y en a plus rien à foutre de son argent, je pense, hein, concrètement. Et mais bon, Netflix qui a refusé, qui est passé à côté d'une très belle somme, j'imagine. Et non, mais c'était quand même assez spécial parce que cette semaine, t'avais les dirigeants de Netflix en ringside. Là. Mais c'est quoi, enfin, je veux dire, c'est quoi la relation entre Netflix et WWE à l'heure actuelle? Comment est-ce que la WWE comprend que voilà, tu vois, ça doit arriver et qu'on passe à autre chose? Ou est-ce que, je sais pas, ça doit être bizarre, quoi. T'as WWE qui a signé un contrat de 10 ans de je ne sais pas combien de 1 milliard on ne sait plus la somme, on la connaît plus, 5 milliards, je crois. Ouais, c'est il signe un énorme contrat de Netflix, puis Netflix qui sort un documentaire vraiment à charge contre Vince. Mais bon, du coup, c'est Vince, c'est pas WWE. Est-ce que du coup, voilà. Brice Brichard qui fait partie quand même des hauts dirigeants de la WWE, qui, même dans le documentaire, dit non, j'ai pas aimé votre documentaire, les gars, il est nul à chier. Ça doit être bizarre quand même ce qui se passe. Il doit y avoir un petit truc bizarre. L'ambiance est chelou. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve qu'ils l'ont pas trop démoli non plus. C'est pour ça que tantôt je disais que pour moi, c'est pas non plus la grosse démolition infernale. Il n'y a rien de. Il y a rien de fou non plus. Là. Et c'est sûr qu'ils ont pas dit il a tué quelqu'un en 87. Après, c'est sûr que les affaires qui sont sorties, on les connaissait tous. Toutes. Oui, non, mais c'est comme je te dis, c'est qu'à chaque fois, il laisse le droit de parole, il laisse le droit de s'expliquer puis s'exprimer. Je ne sais pas, mais qu'à chaque fois, je suis comme bon, il n'y a rien de fou non plus. Là. Ça, c'est vrai, mais ce que raconte Polyman sur l'histoire de Vince propose à la chaîne de le planter pour pouvoir reprendre la comédie, c'est fou. Ah, cette anecdote de Polyman, c'est vrai, où il dit qu'il n'a jamais vu. Il a vu qu'une seule fois Shane McMahon et Vince McMahon s'embrouiller. Et mais bon, enfin, c'était pas un vrai truc, c'était évidemment c'était une image. Enfin, je veux dire, l'anecdote est vraie, mais Vince ne voulait pas réellement se faire planter par son fils, vous imaginez bien. Tu l'as vu ça ou pas? Ou c'est dans le 5e épisode? Ça doit être le 5e épisode parce que je l'ai pas vu. Tu l'as pas? Ah donc, attends. L'histoire est folle. Bon, je vais très mal la raconter parce que je m'en souviens plus. Mais Paul Heyman, donc, qui dit que il a vu qu'une seule fois Paul Heyman, Shane et Vince s'embrouiller. C'était, je crois, un restaurant, je ne sais plus où, bref. Et ils n'étaient pas en accord sur une décision de booking. Et Shane McMahon voulait faire un truc, Vince ne voulait pas. Et Vince lui fait, si tu veux faire ton truc, ça sera tu pourras pas faire ton truc tant que je serai là, quoi. Et là, en gros, bon, après, c'est pas les man, comment il raconte l'histoire et tout, peut-être qu'il exagère également, hein, c'est pas les man, hein, vous savez. Mm-hmm. Mais il dit,
donc il raconte que Vince McMahon lui a montré, lui a passé un couteau, il a fait tiens, si tu veux faire ton truc, plante-moi. Et si tu le fais pas, bah t'as pas les couilles de faire ton idée là. Voilà, mais j'imagine évidemment que c'est une image et Vince ne voulait pas réellement se faire planter. Mais oui, l'anecdote est là. Bref, non, mais encore une fois, moi je trouve ça trop bien. Enfin, un truc clean, un documentaire clean sur FX, ça régale. Et à regarder, qu'on soit fan de catch ou pas, en réalité. Parfois, j'ai essayé pendant que je regardais, je me disais, attends, est-ce que là, le grand public, est-ce qu'il sera toujours intéressé? En vrai, je trouve qu'il n'y a pas de moment vraiment chiant pour le grand public. Bon, peut-être que les vieilles images, c'est vrai que pendant 4 épisodes, tu vois que des vieilles images, t'es peut-être en mode, bon, ça peut peut-être refroidir le grand public, mais en vrai de vrai, je trouve que même le grand public, c'est regardable. Pour les fans également, c'est très regardable. C'est intéressant pour tous les niveaux, je trouve. Donc non, très fort ce qu'ils ont fait, et j'ai hâte de regarder Raw sur FX. Et d'ailleurs, dans le documentaire, il le mentionne également que Raw arrive sur FX. Eh oui. Bon, pas très longtemps, mais il le mentionne. Petit coup de pub également. Petit coup de pub. Bon, j'ai hâte de voir du coup à SmackDown vendredi la WWE dire « vous pouvez regarder ce documentaire sur FX dès aujourd'hui. » Let's go. J'espère qu'Anto va planter Matisse pour récupérer Sen. Alors, les gars, ça serait plus l'inverse, si vous voulez savoir mon avis. La scène, ça appartient au mec qui est en dessous là, pas à moi là. C'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis venu à Montréal, mais j'ai pas réussi, hélas. J'ai pas trouvé le moment parfait, donc moment opportun. C'est ça, tu m'as injecté le virus en fait. Le Covid, je te l'ai donné. Exact. Aïe, aïe. Bref, non, c'est intéressant, et puis voilà, encore une fois, il y a plein de trucs en plus qu'ils pouvaient dire, mais bon, c'est très suffisant comme ça, et c'est très bon. À chaud, en tout cas. J'ai trouvé ça très bon. On fait des montages par rapport. Ah oui, vous voulez juste du sang, quoi. Vous voulez juste du sang. Ah putain, il est déjà 19h30. On en a parlé pendant longtemps, au final. Ben non, mais le documentaire vaut la peine. Ah ben oui, ben on a pas ça tous les jours dans le catch, attends. Ça dure 6 heures, pour ceux qui se posent la question, mais grosso modo, là, ben, il y a des épisodes de 45 minutes, il y a des épisodes de 55 minutes, il y a des épisodes de 1h05. Donc grosso modo, ça dure 6 heures. Est-ce qu'à votre avis, le documentaire sera autant... moi, je me rappelle que The Last Dance avait vraiment fait énormément parler quand c'était sorti. Est-ce qu'à votre avis, là, le documentaire de catch va également faire beaucoup parler, ou on s'en bat les couilles? Déjà là, on va voir s'il va rentrer dans le top 10 sur Netflix. Ah oui, c'est vrai que ça pourra être déjà... Déjà là, on va voir s'il y a une grande portée. Est-ce que LBV a fait des tweets sur le documentaire ce matin? Non, je vais aller voir. Évidemment que non. Je sais pas, je pose la question. Tu sais, parce que déjà là, ben, si la WWE en parle pas, ben, déjà là, ben, ça enlève quand même un bon nombre de viewers. Parce que si t'es fan de Raw SmackDown, puis tu sais même pas qu'il y a un documentaire sur Vince McMahon. Ah non, mais c'est sûr qu'ils vont jamais en parler. Après, j'ai pas encore vu, mais TLD, The Last Dance, c'est un chef-d'œuvre d'archives d'anecdotes de réalisation. Moi, j'avoue, j'ai pas vu The Last Dance. Voilà, je vous l'avoue. Quoique, j'ai peut-être vu un premier épisode. Peut-être. Mais après, là, c'est sûr que... En fait, le problème de Vince McMahon, c'est qu'on sait tous que c'est un enculé. Et quand il y a un truc qui sort sur lui, en fait, ça fait pas l'explosion d'une bombe, tu vois. Vu qu'on sait... tout le monde sait que c'est un connard. Personne n'est surpris, tu vois. Mais bon, pour le grand public, après, je ne sais pas. Si, attends, il y a un truc aussi. Attends, c'est pas Hulk Hogan à qui on demande... à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire que Vince McMahon ne soit plus dirigeant de la WWE, enfin ne dirige plus la WWE? Et je crois que c'est Hulk Hogan qui dit une explosion. Ouais, non, ça, après, là, une bombe nucléaire. Ouais, une bombe nucléaire, là. Et juste après, tu vois les accusations et tout. Et après, ça s'enchaîne là-dessus. Dans le catch, il n'y a pas le même intérêt pour le basket. Et dans le même temps, tu as un docu sur Jeremy Beck. Bah, en vrai, frérot, je suis désolé, mais je crois qu'en France, le catch est plus connu que le basket. Hein. Je suis désolé, mais le basket, les gars, c'est vraiment plus niche que le catch en France. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Écoute, on verra vraiment quand... Tout le monde connaît le catch en France. Après, c'est vrai que
les gens ont plus en France, sont plus intéressés par le basket premier degré. Le catch, tu le connais, t'as regardé ça quand t'es petit, mais tu vas peut-être plus aujourd'hui. Le basket, c'est vrai que si tu connais le basket, t'es intéressé. Ouais, mais tu sais, le documentaire, même si t'es un ancien fan de catch, il va te toucher. Mais oui, c'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Genre, le catch, c'est pas non plus du Quidditch ou quoi, tu vois, c'est pas non plus genre, tout le monde connaît le catch, quoi, concrètement. Tout le monde connaît du catch. Ouais, ben tu sais, c'est pas pour rien qu'on voit souvent Hulk Hogan dans le documentaire, parce que tout le monde connaît Hulk Hogan aussi, c'est surtout en Amérique. Là. En France peut-être, mais dans le monde, Michael Jordan et Vince, la comparaison est vite fait. Et tu peux pas comparer Michael Jordan à Vince, frérot. Compare Michael Jordan avec la plus grosse star de catch. Ça serait qui Hulk Hogan. Bref, on n'est pas là pour comparer. Il s'est passé un petit truc à Raw cette semaine. Parce que mes conclusions, allez voir le documentaire si vous l'avez pas encore vu. Et ta note sur 10 ma note sur 10, moi, je dirais un 8. Okay. Je dirais un 8 parce que comme j'ai dit plus tôt, j'aurais vraiment aimé ça, plus découvrir qui est vraiment Vince McMahon, tu sais, parce qu'à la fin, moi je comprends toujours pas c'est qui. Je sais pas comment expliquer, là, mais. Ouais, c'est ça le gars, quoi. Ouais. Le docu parle de Vince, pas tant du catch dans sa globalité. Exact. Oui, mais c'est très lié au catch. Je veux dire, Vince, Ah si, il parle de la XFL également. De l'échec. Ouais, il parle aussi de sa compagnie de bodybuilding. Également. Ça, je savais pas, c'est pour le coup. Pas non plus. Mais qu'il a vite arrêté parce que il avait lancé genre vraiment au pire moment. Ouais, juste avant le procès des stéroïdes et tout. Vraiment au pire moment.